Ma meilleure amie m'a trahi pour de l'argent. Le café était tiède dans mes mains, une encre réconfortante dans la bourrasque matinale. Chloé était assise en face de moi, son visage pâle encadré par une cascade de cheveux auburn, les yeux pétillants d'une fatigue familière. On se connaissait depuis le lycée, près de 15 ans d'histoire partagée, de larmes essuyées, de rires qui nous tordaient le ventre. Elle était ma sœur de cœur, le genre d'amie qui connaissait tes pires défauts et les aimait quand même. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ces dernières semaines avaient été un tourbillon. La mort inattendue de ma tante Isabelle avait laissé un vide immense, mais aussi un héritage complexe et surtout un projet colossal. Tante Isabelle, une femme excentrique et brillante, avait amassé une fortune considérable et avait toujours rêvé de créer une fondation dédiée à l'accès à l'éducation artistique pour les enfants défavorisés. Elle m'avait choisi, moi, sa nièce unique et passionnée d'art, pour concrétiser cette vision. L'héritage n'était pas juste de l'argent liquide, mais un portefeuille d'actifs diversifiés, des biens immobiliers, des parts dans des entreprises, des œuvres d'art et surtout les fonds destinés à lancer la fondation. Tout cela géré par un trust dont j'étais la bénéficiaire et la principale administratrice, avec des clauses strictes pour l'utilisation des fonds de la fondation. C'était une responsabilité écrasante, mais aussi incroyablement excitante. Je me sentais investie d'une mission sacrée, celle de réaliser le rêve d'Isabelle et de faire une réelle différence. J'avais tout raconté à Chloé, évidemment, assise sur mon canapé, entourée de cartons encore scellés contenant les affaires de ma tante. J'avais déballé mes angoisses, mes espoirs, les détails compliqués des clauses testamentaires. Chloé écoutait attentivement, posant des questions pertinentes, s'émerveillant de la générosité d'Isabelle et de l'ampleur du projet. Elle semblait aussi enthousiaste que moi à l'idée de cette fondation. Imagine, Léa, des centaines d'enfants qui pourront découvrir la musique, la peinture, la danse. C'est incroyable ce que tu vas pouvoir faire. Ses yeux brillaient d'une sincérité qui me touchait profondément. Chloé n'avait pas eu la vie facile. Elle jonglait avec 2 emplois mal payés pour boucler les fins de mois, rêvant d'ouvrir sa propre petite librairie, un projet qui semblait toujours hors de portée à cause des contraintes financières. Je l'avais aidée comme je pouvais au fil des ans, avec des prêts qu'elle mettait une éternité à rembourser, des coups de main ponctuels. Jamais je n'aurais imaginé que sa situation puisse un jour créer une fissure entre nous. Notre amitié était notre richesse mutuelle, indépendante des comptes en banque. Les premières semaines de mise en place de la fondation furent une euphorie mêlée de chaos administratif. Il fallait trier les actifs, travailler avec les avocats de la succession, établir la structure juridique de la fondation, trouver des locaux, recruter du personnel. Je passais mes journées le nez plongé dans des documents, des rapports financiers, des contrats. Chloé, qui avait des compétences administratives, m'offrait volontiers son aide pour classer des dossiers, répondre à des emails basiques, faire des recherches préliminaires. Sa présence à mes côtés, dans le bureau improvisé que j'avais aménagé chez moi, était un soutien moral indispensable. On travaillait tard, commandait des pizzas froides, riait de nos erreurs de débutantes. C'était une nouvelle aventure que nous vivions ensemble, ou du moins c'est ce que je pensais. Elle s'intéressait de très près aux détails financiers, posant des questions précises sur le montant des fonds alloués à la fondation, la manière dont ils étaient gérés, les délais de transfert entre les différents comptes. Je trouvais ça normal. Elle m'aidait, après tout. Je n'avais aucune raison de douter. Je lui montrais tout, les relevés bancaires du trust,
les projections financières de la fondation, les listes des actifs. Elle avait un accès privilégié à des informations qui étaient censées rester strictement confidentielles. Mais c'était Chloé. C'était ma meilleure amie. La notion même de secret ou de prudence n'existait pas entre nous. Parfois, elle émettait des idées qui me semblaient un peu étranges. Par exemple, elle a insisté pour que je rencontre un certain monsieur Dubois, qu'elle décrivait comme un conseiller financier brillant, capable de sécuriser les fonds de la Fondation face aux risques potentiels liés à la complexité de l'héritage. Je n'en voyais pas l'utilité. Les avocats d'Isabelle géraient déjà tout cela de manière très professionnelle, mais Chloé a tant insisté, arguant qu'il valait mieux avoir plusieurs avis d'experts, que j'ai fini par accepter de le rencontrer. Monsieur Dubois était un homme froid et distant, aux manières polies, mais impersonnelles. Il parlait un jargon financier compliqué qui me dépassait un peu. Chloé était présente à la réunion et semblait parfaitement à l'aise avec son discours, posant elle aussi des questions techniques. À la fin, il m'a proposé des services de gestion optimisés et sécurisés. Avec des frais plutôt élevés, je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais honnêtement, je n'étais pas convaincue. Chloé a paru déçue de mon manque d'enthousiasme. Mais Léa, il avait l'air de savoir exactement ce qu'il faisait. Et si l'argent n'était pas en sécurité là où il est, j'ai haussé les épaules. Mes avocats disent que tout est sous contrôle. Et puis, ces frais sont prohibitifs. Elle n'a pas insisté davantage, mais j'ai senti une légère tension. C'était la première petite ombre sur notre collaboration. Malgré ce léger accroc, l'excitation de la Fondation me portait. Nous avions trouvé des locaux magnifiques, dans un quartier qui en avait bien besoin. Un ancien atelier d'artistes avec de grandes fenêtres et de hauts plafonds. Je passais des heures à imaginer les salles de classe, l'atelier de peinture, le studio de danse. Chloé était toujours là, m'accompagnant aux visites, me donnant son avis sur les aménagements. Elle était tellement impliquée que je me suis dit que je lui proposerais bien un poste au sein de la Fondation une fois qu'elle serait lancée, peut-être à l'administration ou à la communication. Une pensée fugace qui me rendait heureuse à l'idée que nous puissions continuer cette aventure ensemble. Les premiers décaissements importants étaient prévus pour les travaux de rénovation des locaux et le recrutement de l'équipe initiale. Les fonds devaient être transférés du compte principal du Trust vers un compte dédié à la Fondation. C'était une étape cruciale. Les avocats m'avaient expliqué la procédure, les délais, les validations nécessaires. Je me sentais prête. C'est à ce moment que les choses ont commencé à se compliquer, de manière insidieuse au début. Un virement a été retardé, puis un autre. Des documents censés être envoyés n'arrivaient jamais. Des rendez-vous avec des partenaires potentiels étaient annulés sans raison claire. L'avocat principal de la succession, M. Delcourt, un homme d'une rigueur exemplaire, commençait à montrer des signes d'agacement. « Mademoiselle Dubois, certains éléments de votre dossier semblent bloqués. C'est inhabituel. Avez-vous partagé des informations ou donné des instructions à des tiers ?» Je lui avais assuré que non, que je suivais scrupuleusement ses conseils. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le stress montait. L'euphorie des débuts y laissait place à une anxiété constante. Chloé était là pour me soutenir. C'est l'administration française, Léa. Un vrai cauchemar. Faut pas t'en faire, ça va finir par se débloquer. Elle minimisait les problèmes, me disait de me détendre, de ne pas m'inquiéter outre mesure. Elle m'aidait toujours dans le classement des papiers, gérant une partie de ma correspondance. Je me reposais beaucoup sur elle. C'était ma meilleure amie, mon roc dans cette tempête.
Je ne voyais pas encore la main qui discrètement tissait la toile du désastre. Je ne voyais pas encore que le soutien qu'elle m'apportait était un rideau de fumée destiné à cacher son jeu. Mon regard était brouillé par 15 ans d'affection et de confiance aveugle. Le piège se refermait doucement, utilisant comme appât la chose la plus précieuse à mes yeux, notre amitié. Les semaines suivantes, la situation s'est aggravée. Non seulement les fonds pour les rénovations n'étaient pas débloqués, mais des sommes importantes semblaient avoir disparu des comptes du Trust. Des montants destinés à couvrir les frais de gestion, les impôts liés à la succession, avaient tout simplement été siphonnés vers des destinations inconnues. M. Delcourt était alarmé et sa patience était à bout. Mademoiselle Dubois, il y a manifestement un problème majeur. Des transactions non autorisées ont eu lieu. Je crains que vous ayez été victime d'une fraude. Victime de fraude. Le mot résonnait dans ma tête, absurde et terrifiant. Qui aurait pu faire ça? Qui avait accès aux informations nécessaires, aux numéros de compte, aux procédures? Seul un cercle très restreint de personnes était au courant de tous les détails. Mes avocats, les gestionnaires du Trust et Chloé. Mon esprit refusait de faire le lien. C'était impensable. Chloé? Jamais. Pourtant, les indices, minimes au début, commençaient à s'accumuler et à pointer dans une direction insupportable. Chloé était étrangement absente ces derniers temps, trouvant toujours des excuses pour ne pas passer travailler avec moi sur les dossiers de la fondation. Sa fatigue avait disparu, remplacée par une sorte de nervosité joyeuse. Elle portait de nouveaux vêtements, des chaussures coûteuses. Elle avait arrêté de se plaindre de ses difficultés financières. Elle parlait vaguement d'une opportunité inespérée qui lui avait permis de remonter la pente. Je n'avais pas posé plus de questions. Heureuse pour elle que sa situation s'améliore enfin. Mais maintenant, à la lumière des paroles de M. Delcourt, ces changements prenaient une toute autre signification. Je me suis rappelé M. Dubois, le conseiller financier qu'elle m'avait tant recommandé. J'ai cherché sa carte, l'ai retrouvée. J'ai tapé son nom dans un moteur de recherche. Plusieurs articles sont apparus décrivant un homme d'affaires aux pratiques douteuses, impliqué dans plusieurs affaires de détournement de fonds et d'escroquerie. Ses conseils consistaient souvent à diriger des clients vers des placements opaques ou à faciliter des transferts illégaux. Un frisson glacial a couru le long de ma colonne vertébrale. Pourquoi Chloé m'avait-elle mise en contact avec cet homme? Une pensée horrible a commencé à germer dans mon esprit. Une pensée si monstrueuse que j'ai essayé de l'étouffer immédiatement. Non, pas Chloé. Jamais. Mais le doute était planté. Il s'insinuait partout, empoisonnant chaque souvenir de notre amitié. Je me suis souvenu de ses questions insistantes sur les fonds, de son accès facile à mes documents, de son insistance à me faire rencontrer Dubois. Et si tout cela n'était pas une coïncidence? J'ai décidé de ne rien dire à Chloé et de commencer ma propre enquête, en parallèle de celle de mes avocats. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Agir dans le secret vis-à-vis de la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. J'ai épluché les relevés bancaires que j'avais gardés, les emails échangés avec l'équipe du Trust, les documents administratifs. J'ai cherché des anomalies, des dates, des noms. C'est dans une pile de papier que Chloé avait classée pour moi il y a quelques semaines que j'ai trouvé la première preuve tangible. Un bordereau de virement interne au Trust, un document que je n'avais jamais demandé ni signé, autorisant un transfert conséquent vers un compte inconnu. Le plus choquant n'était pas le virement en lui-même, mais la signature. Elle imitait la mienne, mais pas parfaitement. Une signature que je n'avais jamais apposée. Et le code d'autorisation mentionné correspondait à une série de chiffres
que je n'utilisais pas, mais que j'avais déjà vu. Sur l'un des cahiers de notes de Chloé, parmi des gribouillis anodins, comme si elle s'était amusée à le recopier. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais un indice terrible. J'ai fouillé davantage. J'ai trouvé des traces numériques, des emails envoyés depuis mon ordinateur à des interlocuteurs inconnus, contenant des informations détaillées sur les actifs du Trust et les procédures de déblocage des fonds. Des emails que je n'avais jamais écrits, envoyés à des heures où j'étais censée dormir. Chloé avait libre accès à mon appartement, à mon ordinateur. Elle venait et repartait quand elle voulait. Je lui avais donné un double de mes clés il y a des années. Une marque de confiance absolue qui se retournait contre moi. La deuxième preuve, plus accablante, est apparue quand j'ai contacté discrètement le gestionnaire d'un des immeubles appartenant au Trust, situé dans un autre quartier de la ville. Un immeuble qui devait être vendu pour financer en partie la fondation. J'avais appris par M. Delcourt que la vente était bloquée. Le gestionnaire, un homme âgé et bavard, m'a raconté une conversation récente. Quelqu'un s'était renseigné sur l'immeuble, prétendant être un représentant légal de la succession. Il avait posé des questions très précises sur les locataires, les contrats, les dates d'échéance, des informations que seule une personne ayant accès au dossier complet pouvait connaître. Et il avait mentionné un accord spécial pour une transaction rapide hors circuit habituel. L'homme avait trouvé cela étrange et n'avait pas donné suite. J'ai demandé une description de cette personne. Ses traits. Un homme dans la cinquantaine, costume gris. Monsieur Dubois. J'ai demandé s'il y avait un nom associé. L'homme a vérifié dans ses notes. Le nom qu'il a prononcé a glacé le sang dans mes veines. Ce n'était pas mon nom. C'était le nom de Chloé. Elle s'était présentée comme ma représentante, discutant de la vente d'un actif majeur du Trust avec un escroc notoire. Le monde s'est écroulé autour de moi. La douleur physique était si intense que j'ai dû m'asseoir. Chloé, ma meilleure amie, elle était derrière tout ça. Elle m'avait trahi pour de l'argent, l'amitié, la confiance. Les années passées ensemble, tout était balayé par la simple, horrible vérité. Elle avait exploité notre lien, mon deuil, mon inexpérience, pour me voler. Pas seulement l'argent de la fondation, mais aussi mon rêve, la mémoire de ma tante, ma foi en l'amitié. C'était une blessure profonde, insoutenable. J'ai continué à chercher, presque mécaniquement, espérant au fond de moi trouver une explication, une erreur, n'importe quoi, qui l'innocenterait. Mais chaque document que je découvrais, chaque email suspect, chaque coïncidence amère, ne faisait que renforcer la terrible évidence. Elle avait travaillé méthodiquement, utilisant les informations que je lui donnais, manipulant les situations, collaborant avec Dubois et peut-être d'autres pour siphonner les fonds. La remontée de pente n'était pas une opportunité inespérée, mais le fruit de son crime. La confrontation était inévitable. Mais comment affronter la personne que vous avez aimée comme une sœur avec une telle vérité? Comment regarder dans les yeux quelqu'un qui a brisé votre confiance en 1000 morceaux? La douleur de la trahison était une chose. Le fait que ce soit elle, Chloé, la rendait 1000 fois pire. L'argent n'était qu'une partie de la perte. La perte de notre amitié, de l'illusion que j'avais vécue, était incommensurable. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Le café refroidissait sur la table. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, mais l'obscurité s'était installée en moi. Je devais l'appeler, je devais la voir. Mon cœur battait la chamade alors que je composais son numéro. Chaque sonnerie était une torture. Qu'allais-je dire? Comment allais-je commencer?
La voix de Chloé, enjouée, a répondu. « Salut Léa, ça va? Tu as l'air tendu? » Mon masque avait dû se fissurer. « Chloé, ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement malgré mes efforts. « Il faut que je te voie, tout de suite, c'est important. » Son ton a changé, passant de la légèreté à une inquiétude feinte. « Oh, qu'est-ce qui se passe? Un problème avec la fondation? » L'entendre prononcer ces mots, elle qui en était la cause, a retourné mon estomac. « Oui, ai-je dit, ma voix devenant plus ferme, nourrie par la colère naissante. Un gros problème. Viens chez moi. » Elle a hésité une fraction de seconde. J'ai un truc de prévu, là. C'est pas un truc qu'on peut régler par téléphone? Non, ce n'est pas un truc qu'on peut régler par téléphone. C'est urgent. Viens, maintenant. Il y avait quelque chose dans mon ton qui ne laissait pas de place à la négociation. Un silence pesant a suivi, puis elle a soupiré. « Ok, j'arrive. » L'attente fut interminable. Chaque minute était une éternité. J'imaginais différents scénarios. Allait-elle nier, s'effondrer, se mettre en colère? Allait-elle même venir? J'avais disposé sur la table basse quelques-unes des preuves les plus flagrantes. Le bordereau de virements falsifiés, des copies des emails suspects, la carte de Dubois avec des notes manuscrites que j'avais reconnues comme étant de Chloé. Je n'avais pas encore tout le puzzle. L'enquête des avocats était en cours, mais j'avais assez pour l'accuser. Quand elle s'est arrivée, son visage affichait une expression de fausse inquiétude. « Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur. » Elle a essayé de me prendre dans ses bras, un geste familier que j'ai esquivé, reculant d'un pas. Elle a paru surprise, puis son regard est tombé sur les documents éparpillés sur la table. Son visage s'est décomposé. La fausse inquiétude a laissé place à une pâleur extrême. Ses yeux ont esquivé les miens. « Qu'est-ce que c'est ça ?» a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Tu sais très bien ce que c'est, Chloé. » ai-je dit, ma voix froide et dure, étrangère à mes propres oreilles. Ce sont les preuves. Un long silence. Elle regardait les documents, puis moi, puis les documents à nouveau, comme si elle cherchait une échappatoire. Ses mains tremblaient légèrement. Je ne comprends pas. Ne me prends pas pour une idiote, ai-je rétorqué, la colère montant, brûlante. J'ai parlé à M. Delcourt. J'ai fait mes propres recherches. Les fonds de la Fondation ont été détournés et j'ai la preuve que tu es impliqué, très impliqué. Je lui ai montré le bordereau de virements falsifiés. C'est toi qui as fait ça? Qui a imité ma signature? Elle a détourné la tête. Les mots sortaient difficilement, entrecoupés de soupirs. C'est compliqué, Léa. Comme liquer, détourner de l'argent destiné à des enfants, exploiter la confiance de ta meilleure amie, juste après la mort de sa tante. Tu appelles ça compliqué? Ma voix montait. Explique-moi, Chloé. Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Elle a levé les yeux, remplis de larmes. Des larmes de remords ou de peur d'être découverte? J'avais besoin d'argent, Léa. Désespérément besoin. Besoin d'argent. J'ai ri, un rire bref et amer. Tu aurais pu me demander. J'aurais trouvé un moyen de t'aider. Pourquoi passer par Dubois, cette ordure, pour me voler? Ce n'était pas si simple. J'avais des dettes, des crédits à rembourser, des menaces. Sa voix s'étranglait. Dubois m'a contacté après que tu aies parlé de l'héritage à quelqu'un. Je crois que c'est à cause de ce type, le cousin éloigné d'Isabelle, celui qui pensait avoir droit à une part. Dubois travaillait pour lui, je crois.
Il savait que l'argent allait passer par toi, qu'il y avait une fondation, que tu n'étais pas une femme d'affaires. Il m'a proposé un plan, un pourcentage sur les fonds détournés, si je l'aidais à naviguer dans les procédures du trust, à obtenir les informations de l'intérieur. Et tu as dit oui? Ma voix était un sifflement. Tu as vendu notre amitié pour quelques billets? Ce n'était pas quelques billets. C'était une somme énorme. Assez pour ouvrir ma librairie, me mettre à l'abri, payer toutes mes dettes et... Elle semblait presque se justifier, sa détresse mêlée à une forme d'avidité froide. J'étais coincée, Léa. Je ne voyais pas d'autre issue. Et puis, tu as tellement d'argent. Cet héritage est colossal. Quelques millions en moins pour ta fondation, ça ne changerait pas grand-chose pour toi, alors que pour toi, ça changeait tout. Ai-je terminé pour elle, avec un dégoût profond. Tu pensais que j'avais tellement d'argent que je ne m'en rendrais pas compte, que je ne serais pas blessée, que la mémoire de ma tante, le rêve de cette fondation, ne valait un rien face à tes dettes ou à ton désir d'ouvrir une librairie? Les larmes coulaient maintenant sur mon visage, des larmes de tristesse et de rage. Tu as exploité ma confiance. Tu as utilisé tout ce que je t'ai confié pour me nuire. Chaque discussion, chaque document que je t'ai montré, tout était une opportunité pour toi de mieux me trahir. Elle pleurait ouvertement, les mains jointes, comme si elle priait. Je suis tellement désolée. Léa, je sais que j'ai merdé, horriblement, mais j'étais acculée. Je pensais que je pourrais le faire, prendre ma part, et que tu ne saurais jamais, que notre amitié pourrait continuer. Continuer? J'ai éclaté de rire, un rire hurlant et brisé. Comment oses-tu dire ça? Comment peux-tu imaginer une seconde que notre amitié pourrait survivre à ça? Tu as tout détruit, Chloé. Tout! Je me suis levée, incapable de rester assise face à elle plus longtemps. L'argent n'est qu'une partie du problème. Le vrai désastre, c'est la confiance que tu as anéantie. Comment pourrais-je jamais faire confiance à quelqu'un à nouveau après ça? Ma meilleure amie, ma sœur, c'est toi qui m'as poignardée dans le dos. Elle a tendu la main vers moi. Léa, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je peux essayer de récupérer une partie de l'argent, de coopérer. Ne dis rien aux avocats. On peut trouver une solution. Arranger ça. J'étais sidérée par son audace. Tu penses qu'on peut arranger le fait que tu m'aies trahi et volé? Qu'on peut simplement passer l'éponge? C'est trop tard, Chloé. Beaucoup trop tard. J'ai ramassé les documents sur la table. Ces preuves, je vais les donner à mes avocats. Ils vont s'occuper de toi, et de Dubois, et de tous ceux qui sont impliqués. Son visage a blanchi encore plus. Non, Léa, s'il te plaît, pense à ce que ça implique. La prison, un casier judiciaire. Ma vie serait foutue. Et ma fondation, le rêve d'Isabelle, les enfants qui ne pourront pas accéder à l'éducation artistique à cause de toi. Ma vie, tu y as pensé, quand tu planifiais ton coup. La colère me donnait d'une force nouvelle. Tu as fait tes choix, Chloé. Maintenant, assume les conséquences. Elle s'est levée, à son tour, chancelante. Je t'en supplie, Léa, l'amitié. Notre amitié vaut plus que cet argent. Non, on a tant vécu ensemble. Ces mots, prononcés par elle, étaient insupportables. Ne parle plus de notre amitié, ai-je dit, la voix étranglée par l'émotion. Tu l'as tuée le jour où tu as décidé de me trahir pour de l'argent. Pour moi, tu n'es plus Chloé, ma meilleure amie. Tu es une étrangère, une criminelle. Je me suis dirigée vers la porte et l'ai ouverte. Maintenant, pars et ne reviens jamais. Elle est restée immobile un instant,
son visage ravagé par les larmes, mais aussi par la peur et peut-être un soupçon de remords sincère. J'ai vu dans ses yeux la fille que j'avais connue et l'inconnue qu'elle était devenue. C'était un deuil en accéléré. Puis, lentement, elle s'est dirigée vers la porte, m'évitant du regard. Elle est passée devant moi sans un mot de plus. J'ai refermé la porte derrière elle, claquant avec un bruit sec qui a résonné dans le silence lourd de mon appartement. Le silence. C'était fini. La confrontation avait eu lieu. L'aveu, ou du moins la non-négation et la tentative de justification avaient été faits. Le vide qu'elle laissait derrière elle était immense, douloureux. Mon corps tremblait de colère et de chagrin. J'ai regardé les documents sur la table, les preuves de sa trahison. Ce n'était pas juste des papiers. C'était la preuve d'une amitié brisée, d'une confiance bafouée, d'un rêve volé. Le chemin à parcourir s'annonçait long et difficile. Il y aurait l'enquête, les procédures judiciaires, la lutte pour récupérer l'argent de la fondation, si c'était encore possible. Et surtout, il y aurait la reconstruction personnelle. Comment faire le deuil d'une amitié que l'on croyait indestructible? Comment apprendre à nouveau à faire confiance quand la personne la plus proche vous a infligé la pire des blessures? La trahison de Chloé ne m'avait pas seulement coûté de l'argent, elle m'avait volé une partie de moi-même, ma naïveté, mon optimisme, ma capacité à voir le bien chez les autres sans arrière-pensée. Assise seule dans mon salon, entourée des fantômes de notre amitié, j'ai réalisé que l'héritage le plus lourd de tante Isabelle n'était pas l'argent ou la fondation, mais cette leçon brutale sur la nature humaine. L'argent pouvait révéler le pire chez les gens, même chez ceux que l'on aimait le plus. Et parfois, les trahisons les plus douloureuses venaient de l'endroit où l'on s'attendait le moins. Chloé avait fait son choix. Elle avait choisi l'argent plutôt que l'amitié. Et en faisant ce choix, elle m'avait perdu à jamais. La douleur était immense, mais sous les cendres de la trahison, une nouvelle forme de résilience commençait à prendre racine. Je ne serai plus jamais la même, mais je ne la laisserai pas, elle, ou Dubois, ou qui que ce soit d'autre, détruire complètement ce que ma tante et moi avions voulu construire. La bataille pour la fondation ne faisait que commencer.